Parallèlement au rythme septénaire, un grand nombre de relations harmonieuses et de rythmes biologiques accompagnent le corps de l'homme dans son évolution. Nous vivons au rythme des cycles naturels, tels que les saisons, le jour et la nuit. Ces cycles influent sur les mécanismes de notre corps, de notre pensée et de nos émotions. Les rythmes et les espèces de la nature se caractérisent également par des nombres et des schèmes mathématiques plus ou moins complexes. Par exemple, les pétales de la plupart des fleurs sont au nombre de 3, 5, 8, 13, 21, 34 ou 55. Le plus souvent, leur nombre correspond à une mystérieuse suite mathématique découverte au Moyen-Âge par le mathématicien italien Fibonacci. Dans cette suite, chaque nombre est la somme des deux précédents. En lien avec le nombre d'or, la suite de Fibonacci permet également de décrire les phénomènes de croissance chez l'homme et les animaux. Qu'il s'agisse de structures aussi complexes que l'écume, les dunes, les nuages ou les gouttes de pluie, la nature offre dans chacun de ces cycles et de ces éléments une étonnante régularité mathématique que nous pouvons exprimer par les nombres. À l'inverse, l'homme découvre parfois des phénomènes naturels correspondant à des formules mathématiques déjà existantes. Comment se peut-il que les mathématiques se conforment aussi bien aux choses du réel ? Se demandait Albert Einstein. Ceux qui s'intéressent au nombre sont tous taraudés par la même question. Comment se fait-il que les formules mathématiques, les nombres, soient à ce point en adéquation avec le monde ? Je n'ai pas de réponse à cette question, mais je dirais simplement que la connaissance du monde se fait par le biais de codes, qu'on définit de façon plus abstraite par les nombres et les chiffres. Nous explorons le monde à partir des instruments dont nous disposons. C'est logique que nous trouvions les nombres dans la nature parce qu'ils sont l'instrument avec lequel nous l'explorons. On attribue des nombres à tout, même aux choses qui ne s'y prêtent pas vraiment. C'est comme ça que fonctionne la science. Certaines concordances existent entre les nombres et la nature parce que l'homme en a décidé ainsi, parce que les nombres sont l'instrument le plus précis dont il dispose. Mais cette explication ne suffit pas, parce que dans les faits, on a des exemples de phénomènes naturels qui répondent à des logiques mathématiques, mais pour lesquels on n'a pas encore réellement d'explication. Le secret de la corrélation qui existe entre les mathématiques, les nombres et le monde reste l'un des derniers grands mystères. Les nombres, tels que le 7, ne sont-ils que la simple expression du monde réel? Ou bien en sont-ils l'essence même, comme le croyaient Platon et les pythagoriciens? Existe-t-il, derrière le monde du visible, un ordre, une matrice qui relie les nombres au monde? Les nombres font-ils partie de la nature? Ou ne sont-ils que les purs produits de l'esprit humain, de simples outils? Encore aujourd'hui, les philosophes s'interrogent sur la nature du nombre. Ceux qui sont à la fois philosophes et mathématiciens se perdent en conjectures. De fait, on adopte les nombres parce que ça fonctionne très bien comme ça. Mais on ignore quelle est leur véritable nature. Si on sait peu de choses sur la nature des nombres, on leur trouve de multiples applications. Que ce soit pour la production d'énergie, les télécommunications, les transports ou pour notre propre sécurité, nous recourons à des systèmes fondés sur les nombres. Peut-on aujourd'hui imaginer vivre sans les nombres et les mathématiques? Leur disparition signerait la fin des sociétés modernes. C'est grâce aux nombres que l'homme est aujourd'hui capable de maîtriser les forces de la nature. Comme dans l'Antiquité, l'homme s'appuie sur les nombres pour se connaître, appréhender le monde et maîtriser son existence. Si nous avons les nombres, c'est parce que nous avons besoin de structurer notre monde par des modèles, des formes, des figures.
Grâce au nombre, nous créons des repères dans ce qui nous paraît être un désordre inextricable. Par exemple, nous introduisons une polarité où nous définissons 4 grandes directions. Les nombres ne sont pas simplement des nombres. Si on considère l'étymologie du mot nombre en allemand, Zahl, il vient de la racine tel, qui a donné aussi le verbe raconter, erzählen. C'est à travers les nombres que nous racontons le monde. Et ce que nous cherchons à raconter, à décrire, c'est la réalité de notre existence dans ce monde. Les nombres ne sont ni à l'intérieur ni à l'extérieur de nous, ils font partie du monde dans lequel nous agissons. Lorsqu'on parle des nombres, on fait référence à un monde dans lequel nous cherchons à évoluer. Et les nombres sont là pour nous aider à structurer nos actes. Les nombres sont les instruments de notre rapport au réel. Mais peut-être n'avons-nous pas toujours conscience de leur importance. As we look at the details of nature, one thing stands out. This is the order, the patterns, the symmetry that surround us. You can see it in a flower, or a snowflake, or even a seashell. What we are seeing is intelligent design, which might be described as God's fingerprints upon nature.
One of the more fascinating math relationships was first described back in medieval times, 8 centuries ago. The scholar's name was Leonardo Fibonacci, an outstanding Italian mathematician. He excelled in many areas, and one in particular. He generated a long list of numbers by, in each case, adding together the 2 previous numbers. You can begin with a 2 and a 3. You add them together and you get 5. Now add 3 and 5 to get 8. Then add 5 and 8 to get 13. The Fibonacci sequence keeps going like this: 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, and so on. What Fibonacci realized was that this elegant list of numbers describes many items to be found in nature. For example, flower petals. L'exemple des pétales d'une marguerite. Vous dites, il n'y a pas de hasard au nombre de pétales d'une marguerite? Non, absolument. Le nombre des pétales de marguerite est en fait inscrit dans un scénario qu'on pourrait qualifier de scénario cosmologique, c'est-à-dire que tout a été prévu au départ, et que le nombre des pétales, c'est incroyable. Une seule marguerite avec 27 pétales, ça n'existe pas. Il n'y a pas de pétales, il n'y a pas de marguerite avec 27, c'est pas possible. C'est pas possible. Et le nombre de pétales d'une marguerite est réglé par une loi mathématique qu'on appelle la suite de Fibonacci. That there is a mathematically precise structure to the universe and everything in it. One everyday example of this precision can be found in the plants. Many plants, including elm trees, grow their leaves, twigs and branches placed exactly halfway around the stem from each other. Next in the series are plants like the beech tree, with leaves placed 1/3 of the way round the stem from the previous leaves. Third in the series are the plants like the oak, with leaves placed at every 2/5 of a turn. The holly plant is the next at 3/8, while the larch trees are the next at 5/13, and the sequence goes on and on. Notice the number sequence of these fractions: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, and so on. Each number is the sum of the 2 numbers which came just before it in the sequence. This particular mathematical pattern is called the Fibonacci series. Take, for example, the sunflower. The display of its florets are in perfect spirals of 55, 34, and 21. The sequence of Fibonacci. The sequence of Fibonacci. The sequence of Fibonacci. The fruitlets of the pineapple create the same spiral based on the sequence. The pine cone does the same. As currents move through the ocean and the tide rolls onto the shore, the waves that bring in the tide curve into a spiral that can be mathematically diagrammed onto a plot at the points 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, and 55. Buds on trees, sand dollars, starfish, petals on flowers are formed with this exact same blueprint. This blueprint can be seen around us on a small scale every day, but the greatest example of all is directly above our heads. At an average of 100,000 light years across, even the spiral of the galaxies above us are formed with the exact design. This sequence, our blueprint, appears to be the trademark of a designer, a proof of a creator. Also known as the golden mean, the divine proportion is a mathematical formulation exhibited in everything from the double helix of DNA. The DNA molecule, the code for life, is made up of 2 intertwining spirals. We find the 0.618 ratio between the helix's width and cycle length. To the form of the human body itself. Do something like measure the distance from the floor to your navel, and then from your navel to your head. If you're well proportioned, the ratio should be 1 to 1.618, and that ratio is seen all over the beautiful body. People started noticing, and artists noticed that the width of the in a beautiful face, for example. Yeah. Not in any face, but it had to be beautiful. If a face was beautiful, the width of the mouth was exactly 1.618 times the width of the nose. If the face wasn't beautiful, that wasn't the case. Dentists, in their dental work, noticed
that the upper front tooth was 1.618 times as wide as the next tooth over, the lateral incisor. Oh. So the central incisor was 1.618 times the width of the lateral incisor, the next tooth over. Wonderful. Give me some more examples. Your fingers, your fingers are each called phalanges, and each bone of the finger is called a phalanx. And the phalanx that's the closest to your knuckle here is 1.618 times the phalanx that's in the middle, and that's 1.618 times the length of the phalanx at the end, which is your fingernail. So that was kind of amazing. This number would come up over and over again. Then we find the Fibonacci ratio in heart muscles, in bronchial tube branching, even in the electrical potential of neurons, and as Roger Penrose pointed out, even in the arrangement of the brain's microtubules. As we scan our universe, from the tiny flower to the awe-inspiring galaxy, we see the fingerprint of God. We see the fingerprint of God. We see the fingerprint of God. As we're going to show in this broadcast today, that there is no doubt at all anymore that the science of intelligent design absolutely crushes any competition, absolutely crushes any other theory about the nature of the universe that we live in. It's over. There is simply no contest. The preeminent theory, model, science of reality from this point forward, I declare on this show, is the science of intelligent design. The science of intelligent design. And the absolute proof. I mean absolute. I'm using a strong word there, proof, is going to be given to you today in just a minute here. I just can't even believe it, to be honest. Discoveries like what I'm about to discuss to you just never cease to amaze me. For many reasons, that it's all covered, nobody knows, it's covered up. And, well, since I was taught growing up that the world was basically a random universe, to find out such hardcore, distinct verification that that's a lie just never ceases to amaze me. So here's the information. I'm reading from the abstract of an article. This is the first of many academic articles I'm going to be discussing with you here today. And these aren't just some academic journals. These are, you go ask your university professor what the most prestigious academic science journals in the world are, and they're going to name the ones that I'm discussing here with you today. Okay? I'm going to read to you right now the journal Nature. Okay? There's a journal called Nature, and there's a journal called Science. Those are considered the two most prestigious overall academic science journals in the world. And I'm going to read you part of the abstract of one right now. Let me just read. Okay, this is the journal Nature, number 454, pages 362 to 363. March 18, 2010, but put online March 17, 2010. This is by a fellow named Ian Affleck, who teaches apparently in the Department of Physics and Astronomy at the University of British Columbia. Listen to the title of this article. Solid State Physics. Golden ratio seen in magnet. Okay? Okay, so let's go through this Science Daily article. ScienceDaily.com. This was released on January 7, 2010.
Title of the article, Golden Ratio Discovered in Quantum World. Hidden Symmetry Observed for the First Time in Solid State Matter. Let's find out what that first time, what that means. Let's read here. Researchers from Helmholtz Zentrum Berlin, and it's some German words, in cooperation with colleagues from Oxford and Bristol universities, as well as the Rutherford Appleton Laboratory, United Kingdom, have for the first time observed a nanoscale symmetry hidden in solid state matter. Okay, did you catch that? This is the first time any symmetry of any sort has been observed in the nanoscale, okay, the quantum scale. Remember, quantum physics is the study of the base level energies of nature. Okay, the smallest building blocks that make up everything, little pieces of energy, like the electron or the muon or the quark. Okay, so specifically, what was found in this study was that chains of atoms lined up together form what's sort of like a string, and it resonates at frequency or pitch. What do you know? The pitch is in the ratio of 1.618, the golden ratio. Let me just read this paragraph to you. It says Science Daily, again, January 7, 2010, golden ratio discovered in quantum world. By turning the system and artificially introducing more quantum uncertainty, the researchers observed that the chains of atoms acts like a nanotech guitar string. Dr. Radu Koldia from Oxford University, who is the principal author of the paper and drove the international project from its inception a decade ago until the present, explains, here the tension comes from the interaction between spins, causing them to magnetically resonate. For these interactions, we found a series scale of resonant notes. The first two notes show a perfect relationship with each other. Their frequencies, pitch, are in the ratio of 1.618. This is just amazing. There's no defense that a random universe theorist in academia can give to counter this. There's no reason at all that the quantum base of reality should be exhibiting the specific number of the golden ratio if we live in a random universe. All the competing theories, evolution, random universe theories, all the junk from academia no longer competes in any way with intelligent design science, intelligent design theory. Expert Dr. Stephen Markout was proved as a result of his 25-year-long study that human faces and bodies designed pursuant to this ratio are accepted as beautiful by every single person in the world. If the aspect ratio of any form is 1.618, then this form is convenient to golden mean. Perfect design.
Pisano, better known as Fibonacci, discovered a sequence of numbers that created a very interesting pattern. The sequence begins with the numbers 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, and continues indefinitely. Each number is obtained by adding the last two digits together. A rectangle with a length and width of any two of the numbers of this sequence forms what is known as the golden rectangle, a perfect rectangle. A golden rectangle can be broken down into squares the size of the next Fibonacci numbers down and below. If we were to take a perfect or golden rectangle, break it down into smaller squares based on Fibonacci's sequence, and divide each with an arc, the patterns begin to take shape. We begin to see Fibonacci's spiral. The spiral in and of itself is insignificant. Its importance is revealed in where we find it. Take, for example, the sunflower. The display of its florets are in perfect spirals of 55, 34, and 21, the sequence of Fibonacci. The fruitlets of the pineapple create the same spiral based on the sequence. The pine cone does the same. As currents move through the ocean and the tide rolls onto the shore, the waves that bring in the tide curve into a spiral that can be mathematically diagrammed onto a plot at the points 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, and 55. Buds on trees, sand dollars, starfish, petals on flowers, and especially the nautilus shell are formed with this exact same blueprint. With each segment of growth, the nautilus adds to itself one more value on Fibonacci's scale. This blueprint can be seen around us on a small scale every day, but the greatest example of all is directly above our heads. At an average of 100,000 light years across, even the spiral of the galaxies above us are formed with the exact design that the tiny shell is formed. This sequence, or blueprint, appears to be the trademark of a designer, a proof of a creator. Cet objet est un compas à pointe sèche.
Il permet de diviser différentes mesures comprises entre 1 et 1,618 qui représentent le rapport universel. Dans le cas d'un beau visage, on remarque en général que la largeur de la bouche correspond à 1,618 fois la largeur du nez, ce qui est exactement le cas chez Zara. Fais-moi un sourire. Si on regarde les dents, on constate que la largeur de l'incisive supérieure correspond à 1,618 fois la largeur de l'incisive latérale. Et idem pour l'autre côté. Cette proportion se répète systématiquement sur un beau visage. C'est ahurissant. Quels sont les liens communs qui existent entre les pyramides d'Égypte, le portrait de Mona Lisa fait par Léonard de Vinci, les tournesols, les escargots, les pommes de pin et vaudois? La réponse se cache dans une série de nombres découvertes par le mathématicien italien Leonardo Fibonacci. La caractéristique de ces nombres, connus comme la suite de Fibonacci, est que chacun est la somme des deux précédents chiffres. Les nombres de Fibonacci ont une caractéristique intéressante. Lorsque vous prenez une série de nombres et que vous divisez un nombre par un autre nombre qui se trouve juste avant, vous obtenez des nombres très proches l'un de l'autre. En fait, ce nombre est fixé après le 13e dans la série et est connu comme la règle d'or. Lorsqu'ils mènent leurs recherches ou présentent leurs produits, les artistes, les scientifiques et les dessinateurs se réfèrent au corps humain dont les proportions sont établies d'après la règle d'or. Léonard de Vinci et Le Corbusier ont utilisé cette règle pour réaliser leurs œuvres. Le corps humain, façonné par rapport à cette règle d'or, est aussi pris comme base par le Nefer, un des livres référentiels les plus importants de l'architecture moderne. Les proportions idéales, connues comme existantes dans la plupart des corps humains, et qui approximativement rejoignent la proportion dorée, peuvent être établies d'après un plan général. La proportion T sur S dans le tableau ci-dessous équivaut toujours à la règle d'or. T sur S égale 1,618. Toutefois, il n'est pas toujours évident d'utiliser une règle pour calculer cette proportion sur les visages de tous les gens, parce que cette règle s'applique à la forme humaine idéale sur laquelle les scientifiques et les artistes s'accordent.
Le premier exemple de la règle d'or dans la plupart des corps humains est que lorsque la distance entre le nombril et le pied est prise comme une unité, la hauteur d'un être humain est équivalent à 1,618. D'autres règles d'or qui se trouvent dans la majorité des corps humains sont comme suit. La distance entre les extrémités du doigt et le coude sur la distance entre le poignet et le coude. La distance entre la ligne de l'épaule et le haut de la tête sur la longueur de la tête. La distance entre le nombril et le haut de la tête sur la distance entre la ligne de l'épaule et le haut de la tête. La distance entre le nombril et le genou sur la distance entre le genou et la plante des pieds. Tournez votre main et regardez votre index. Vous allez sans aucun doute observer cette règle d'or. Nos doigts ont 3 sections. La proportion des 2 premières sections par rapport à la longueur complète de votre doigt donne la proportion dorée. Ceci, bien sûr, ne s'applique pas au pouce qui n'est divisé qu'en 2 parties. Vous pouvez également voir la proportion du doigt du milieu, le médius, jusqu'au petit doigt, l'auriculaire. Cela est également une règle d'or. Vous avez 2 mains, et les doigts se composent en 3 sections. Il y a 5 doigts à chaque main, et seulement 8 d'entre eux sont articulés d'après le nombre d'or. 2, 3,5 et 8 sont en harmonie avec les nombres de Fibonacci. Il y a sur le visage humain plusieurs règles d'or. Par exemple, la largeur totale des 2 incisives centrales de la mâchoire supérieure par rapport à leur hauteur donne la règle d'or. La largeur de la première dent, du centre jusqu'à la seconde dent, correspond également à la règle d'or. Ce sont les proportions idéales qu'un dentiste peut prendre en considération. D'autres règles d'or qui se trouvent sur le visage de l'être humain sont comme suit. La longueur du visage sur la largeur du visage. La distance entre les lèvres et où les sourcils se rencontrent sur la longueur du nez. La longueur du visage sur la distance entre les mâchoires et l'endroit où les sourcils se rencontrent. La longueur de la bouche sur la largeur du nez. La largeur du nez sur la distance entre les narines. La distance entre les pupilles sur la distance entre les sourcils. Selon une étude réalisée entre 1985 et 1987, le physicien américain Bruce West et le professeur de médecine Harry Goldberger ont révélé l'existence de la règle d'or dans la structure du poumon. Une caractéristique du système des bronches que constitue le poumon est qu'il est asymétrique. Par exemple, la trachée se divise en 2 bronches principales, une longue à gauche et une courte à droite. Cette division asymétrique continue dans les subdivisions suivantes des bronches. Il a été déterminé que dans toutes ces divisions, la proportion de la bronche courte à la longue est toujours 1 sur 1,618.
Un rectangle, dont la proportion des côtés est égale au nombre d'or, est connu comme un rectangle d'or. Examinons maintenant ensemble les caractéristiques de ce rectangle d'or. Un rectangle, dont les proportions des côtés sont 1 et 1,618 unités de long, est un rectangle d'or. Supposons qu'un carré est dessiné sur la longueur du côté court de ce rectangle et qu'ensuite un quart de cercle est également dessiné entre les deux angles du carré. Ensuite, dessinons un carré et un quart de cercle sur le côté restant et faisons ceci sur tous les autres rectangles dans le rectangle principal. Lorsque nous faisons cela, nous nous retrouvons avec une spirale. L'esthéticien britannique William Charlton nous explique pourquoi nous sommes autant captivés par la spirale, qui est utilisée depuis des millénaires, et affirme que notre fascination pour les spirales est due au fait que nous pouvons facilement en visualiser la structure. Les spirales basées sur le nombre d'or contiennent les structures les plus incomparables que nous pouvons trouver dans la nature. Les premiers exemples que nous pouvons donner à ce sujet sont les séquences en spirale sur le tournesol et la pomme de pin. C'est l'un des nombreux exemples qui démontrent comment Allah le Tout-Puissant a créé toutes choses parfaitement et avec mesure. Examinons maintenant les coquilles des mollusques, la forme et la structure interne et externe de ces surfaces qui ont attiré l'attention des scientifiques. La surface interne est lisse, tandis que l'extérieur est cannelé. Le corps du mollusque est à l'intérieur de la coquille, et la surface interne des coquilles est donc lisse. Les bords extérieurs de la coquille augmentent la rigidité de la coque et en renforcent ainsi la solidité. Les formes des coquilles surprennent par leur perfection et l'efficacité des moyens utilisés pour leur création. L'idée de la spirale dans les coquilles est exprimée par une forme géométrique parfaite, avec une conception d'une beauté stupéfiante. Les coquilles de la plupart des mollusques poussent de façon à former une spirale logarithmique. Il n'y a aucun doute, bien sûr, que les animaux sont inconscients du plus simple calcul mathématique, sans parler des spirales logarithmiques. Alors comment se peut-il que les créatures en question peuvent savoir quelle est la meilleure méthode pour elles de grandir? Comment ces animaux, que certains scientifiques décrivent comme primitifs, savent que c'est une forme idéale pour eux? Il est impossible que ce genre de croissance ait lieu en l'absence d'une conscience ou d'une intelligence. Car cette conscience n'existe ni dans les mollusques, ni dans la nature, malgré ce que les scientifiques essaient de prétendre. Il est totalement irrationnel de chercher à expliquer cela en termes de chance ou de hasard. Il est donc clair que cette structure ne peut être que le produit d'une intelligence et d'une connaissance supérieure. Une telle croissance est décrite comme gnomique par le biologiste Sir Darcy Thompson, expert en la matière, qui explique qu'il est impossible d'imaginer un système plus simpliste pendant la croissance d'un coquillage que celui d'élargir et d'étendre conformément à des proportions identiques et invariables. Comme il l'a souligné, la coquille grandit constamment, mais sa forme demeure inchangée. On peut voir les meilleurs exemples de ce type de croissance dans le nautile, qui ne mesure que quelques centimètres de diamètre. Crosby Morrison décrit ce processus de croissance, lequel est exceptionnellement difficile de planifier, même à l'aide de l'intelligence humaine, en déclarant que le long de la coquille du nautile, une spirale interne se prolonge et est constituée d'un certain nombre de cavités avec des parois de nacre. Lorsque l'animal grandit, il construit au niveau de l'entrée de la coquille une seconde cavité plus grande que la précédente, puis il se déplace vers cette dernière en fermant la porte derrière lui avec une couche de nacre. Les noms scientifiques de certaines créatures marines avec des spirales logarithmiques contenant la formation de différentes proportions dans leur coquille sont
Aliotis parvus, Dolium perdix, Murex, Scalare preciosa. La cochlée dans l'oreille interne humaine sert à transmettre les vibrations sonores. Cette structure osseuse, remplie de liquide, a une forme de spirale logarithmique avec un angle fixe de 73,43° contenant le nombre d'or. Des exemples de courbes basées sur la spirale logarithmique peuvent être vus dans les défenses des éléphants et des mammouths aujourd'hui disparus, mais aussi dans les griffes de lion et les becs de perroquet. Également, l'araignée éper tisse toujours ses toiles en forme de spirale logarithmique. Parmi les micro-organismes connus comme le plancton, la globigérine, les planorbes, le vortex, les térébras, les turritelles et les trochidés, tous sont structurés en spirale. Les ammonites qui sont aujourd'hui disparus et qui se trouvent sous la forme de fossiles ont aussi des coquilles qui croisent de manière logarithmique. La forme en spirale qui se trouve dans le règne animal n'est pas limitée aux coquilles de mollusques. Les cornes des animaux tels que l'antilope, la chèvre et le bélier se développent également en spirale basée sur la proportion dorée communément appelée la règle d'or. La molécule de l'ADN dans laquelle toutes les caractéristiques physiques des créatures vivantes sont stockées a également été créée dans un formulaire basé sur la règle d'or. L'ADN est constitué de 2 hélices entremêlées perpendiculairement. La longueur de la courbe dans chacune de ces hélices est de 34 angstroms et la largeur est de 21 angstroms. 1 angstrom est 1 centième de million de centimètres. 21 et 34 sont 2 nombres consécutifs de Fibonacci. Toutes ces informations sont quelques-unes des preuves importantes que l'univers a été créé avec une intelligence sublime. Lorsque vous regardez autour de vous, vous voyez de nombreuses plantes et des arbres couverts de feuilles. De loin, vous pouvez imaginer que les branches et les feuilles sont disposées au hasard. Le fait est que le point où chaque branche doit émerger, les séquences des feuilles sur ces branches et même les formes symétriques des fleurs ont toutes été créées avec des lois fixées et des mesures miraculeuses. Les plantes ont été régies scrupuleusement par ces lois depuis le moment où elles ont été créées. En d'autres mots, pas une seule feuille ou fleur n'émerge au hasard. Peu importe combien de branches un arbre contiendra, l'endroit où les branches émergeront, combien de feuilles une branche aura, ou encore l'arrangement de ces feuilles. Tout a été déterminé au préalable. En outre, chaque plante a ses propres lois et la feuille séquentielle les siennes. Les scientifiques sont en mesure de classer les plantes uniquement sur la base de ces séquences. Par exemple, la chose la plus extraordinaire est la façon dont 2 peupliers, un en Chine et un en Angleterre, sont conscients des mêmes règles et des proportions qui existent pour eux et d'appliquer ces mêmes règles. Cela ne peut pas être, bien sûr, un hasard qui crée toutes les plantes avec leurs propres calculs mathématiques. Maintenant,
essayons de compter brièvement les feuilles de cette plante qui se trouvent dans la même rangée. À ce stade, rappelons-nous le nombre de tours effectués autour de la tige. Les deux numéros obtenus, c'est-à-dire le nombre de feuilles ainsi que les tours effectués autour de la tige, seront les deux premiers nombres que nous voyons dans la suite de Fibonacci. Si nous avions commencé à compter dans le sens opposé, alors nous aurions obtenu le même nombre de feuilles, mais avec un nombre différent de révolutions. Le nombre de tours dans chaque direction et le nombre de feuilles rencontrées dans ces tours montrent les trois nombres consécutifs de Fibonacci. Ces formes séquentielles peuvent être circulaires ou spirales en fonction de l'espèce végétale. Un des plus importants résultats de cette séquence spéciale est que ces feuilles sont arrangées de façon à ce qu'elles ne jettent pas d'ombre sur les autres feuilles. D'après ces proportions, connues comme la divergence de la feuille en botanique, l'ordre dans lequel les feuilles sont arrangées autour de la tige a été déterminé par des nombres particuliers. Cet arrangement est basé sur un calcul extrêmement complexe. Si n est le nombre de révolutions que nous devons faire autour de la tige, en commençant par une feuille, jusqu'à ce que nous rencontrions une autre feuille du même niveau, et si p est le nombre de feuilles que nous rencontrons pendant ce cycle, alors la fraction p sur n est la divergence de la feuille qui existe dans les plantes. La divergence de la feuille est égale au nombre de feuilles dans un cycle de feuilles sur le nombre de révolutions. Les fractions particulières de quelques plantes sont comme suit. 1 sur 2 en herbe, 1 sur 3 en végétation aquatique, des marais, 2 sur 5 en arbres fruitiers, par exemple des pommiers, 3 sur 8 en bananiers, 5 sur 13 en bulbes. La façon dont chaque arbre de la même espèce est conscient de cette règle et respecte la proportion déterminée pour lui est en effet un grand miracle. Par exemple, comment un bananier, peu importe l'endroit où il se trouve dans le monde, peut-il être au courant de cette fraction et comment est-il capable de la respecter? Selon ce calcul, lorsque vous commencez à partir de n'importe quelle feuille et faites 8 révolutions autour de n'importe quel tronc de bananier, vous rencontrerez une autre feuille au même niveau et en même temps vous rencontrerez 3 feuilles dans ce cycle. Peu importe où vous allez dans le monde, en Afrique du Sud ou en Amérique latine, cette fraction ne change jamais. Rien que l'existence d'une telle séquence est une preuve importante que les créatures vivantes ne peuvent exister par hasard, mais qu'elles ont été créées avec la plus complexe structure. Une mission qui a encodé de telles proportions dans la structure génétique des êtres vivants et les a créées avec cette information. Les miracles numériques que nous avons vus dans les plantes vont plus loin encore. Bien qu'à première vue, les branches que nous voyons dans les arbres autour de nous semblent être disposées par hasard, elles sont elles aussi arrangées selon un plan exceptionnellement complexe et avec un calcul mathématique. Les botanistes ont identifié le nombre d'or inhérent à la ramification d'une plante grandissante. On peut maintenant envisager l'exemple de l'herbe à éternuer. Voyons ensemble la relation entre la ramification et la proportion dorée qui existe en cette plante. Comme la plante grandit, une nouvelle branche émerge de chaque bourgeon et une nouvelle branche dans celui-ci. Si le nombre de branches dans un plan horizontal est compté, alors les nombres de Fibonacci peuvent être observés. La suite de Fibonacci est une clé importante pour comprendre le calcul et la disposition des plantes. Cela montre l'ordre et l'esthétique dans les feuilles et les fleurs, disposées selon la suite de Fibonacci. Le fait que les plantes sont façonnées selon les formules mathématiques est une des preuves les plus évidentes qu'elles ont été spécialement créées.
Les mesures délicates ainsi que l'équilibre qui se trouve dans les atomes végétaux et l'ADN existent aussi dans l'apparence extérieure des plantes. D'autres preuves de la création qui impliquent cette règle d'or comprennent quelques fleurs, graines et fruits. Le tournesol est un des meilleurs exemples sur ce sujet. Si vous prenez un tournesol et l'examinez, vous verrez que ces graines sont disposées en spirale. Et si vous commencez à compter toutes les graines en spirale tournant de droite à gauche, vous trouverez 2 numéros consécutifs dans la suite de Fibonacci. Cela ne se limite pas qu'au tournesol. Les feuilles des plantes à forte densité de graines telles que le chou forment également des spirales qui vont de droite à gauche autour d'un point central comme le tournesol. Les marguerites et les écailles de pommes de pin sont également définies en 2 spirales, droite et gauche. Si vous les comptez une par une, vous obtiendrez encore une fois les nombres basés sur la suite de Fibonacci. En d'autres mots, la règle d'or. Ces nombres dans les spirales qui se trouvent dans les végétaux sont comme suit. 5 sur 8 et 8 sur 13 dans les pommes de pin, 8 sur 13 dans les ananas, 21 sur 34 dans les fleurons centraux de la marguerite, et 21 sur 34, 34 sur 55 et 55 sur 89 dans les tournesols. Des formes géométriques ne sont nullement limitées aux triangles, aux carrés ou aux hexagones. Ces formes peuvent également s'unir de diverses manières et produire de nouvelles formes géométriques tridimensionnelles. Le cube et la pyramide sont les premiers exemples qui peuvent être cités. Cependant, en plus de ceci, il y a aussi des formes tridimensionnelles comme la tétraèdre, l'octaèdre, le dodécaèdre, l'icosaèdre et l'hexaèdre, que nous ne pouvons jamais rencontrer dans notre vie quotidienne et dont les noms ne nous sont pas familiers. Le dodécaèdre est composé de 12 faces pentagonales et l'icosaèdre de 20 faces triangulaires. Les scientifiques ont découvert que ces formes peuvent toutes se substituer mathématiquement les unes aux autres et que cette transformation se fait avec des ratios liés à la proportion dorée. Les formes tridimensionnelles contenant la règle d'or sont très largement répandues dans les micro-organismes. De nombreux virus ont une forme icosaèdre. Le plus connu est l'adénovirus. La gaine protéique de l'adénovirus se compose de 252 sous-unités protéiques, toutes présentées de façon régulière. Les 12 sous-unités dans les coins de l'icosaèdre sont en forme de prismes pentagonaux. De ces coins apparaissent des structures semblables à des tiges. Aaron Klug et Donald Caspar de l'université Birkbeck à Londres ont été les premiers dans les années 50 à découvrir que les virus apparaissaient avec des formes contenant la proportion dorée. Le premier virus qu'ils ont découvert fut le virus de la poliomyélite. Le rhinovirus 14 n'a pas la même forme que le virus de la poliomyélite. Pourquoi est-ce que les virus ont des formes fondées sur la règle d'or et ont des formes qui sont difficiles pour nous de visualiser? Aaron Klug, qui a découvert ces formes, explique. Mon collègue Donald Caspar et moi-même avons montré que la structure de ces virus pouvait être expliquée en termes d'une généralisation d'une symétrie icosaédrique qui permet aux unités identiques d'être liées l'une à l'autre d'une manière quasi équivalente avec une petite mesure de flexibilité interne. Nous avons énuméré toutes les structures possibles qui ont des similitudes avec les dômes géodésiques conçus par l'architecte Buckminster Fuller. Néanmoins, vu que les dômes de Fuller devaient être assemblés d'après un code élaboré, la structure de la coquille du virus lui a permis de s'autoconstruire. Encore une fois, la description de Klug révèle une vérité manifeste. Il y a une planification sensible et une structure parfaite, même dans les virus, considérés par les scientifiques comme une des plus simples et plus petites créatures vivantes. Cette structure est bien plus florissante et supérieure que celle de Buckminster Fuller, un des plus brillants architectes du monde.
Le dodécaèdre et l'icosaèdre apparaissent également dans des squelettes en silice des radiolaires, que l'on appelle plus simplement des organismes unicellulaires marins. Les structures fondées sur ces deux formes géométriques, comme le dodécaèdre régulier, avec des structures en forme surgissant de chaque angle et les différentes formations qui émergent sur leur surface, forment les corps d'une beauté changeante des radiolaires. La règle d'or se manifeste également dans les structures cristallines. La plupart se trouvent dans des structures trop minuscules pour pouvoir être observées à l'œil nu. Pourtant, vous pouvez voir la règle d'or dans les flocons de neige. Les nombreuses variations courtes et longues et les extensions dont se composent les flocons de neige démontrent toute la règle d'or. Vous rencontrez la suite de Fibonacci et la proportion dorée dans les domaines qui se rapportent à la physique. Lorsque l'on projette de la lumière sur deux couches de verre contigu, une partie de cette lumière traverse le verre, une autre partie est absorbée, et le reste est reflété. Ce qui se passe est une réflexion multiple. Le nombre de chemins empruntés par le rayon lumineux à l'intérieur du verre, avant qu'il n'en ressorte, dépend du nombre de réflexions auxquelles il est soumis. En conclusion, lorsque nous déterminons le nombre de rayons qui en ressort, nous trouvons qu'il correspond au nombre de Fibonacci. Le fait que de nombreuses structures non connectées, animées ou inanimées, qui se trouvent dans la nature sont formées selon une formule mathématique spécifique, est une des preuves les plus flagrantes que celles-ci ont été spécialement créées. La règle d'or est la règle esthétique bien connue et appliquée par des artistes. Les œuvres d'art basées sur cette règle représentent la perfection en esthétisme. Les plantes, les galaxies, les micro-organismes, les cristaux et les créatures vivantes sont créés conformément à cette règle imitée par des artistes. Ce sont tous des exemples de supériorité artistique d'art. Until the child is born, son is given, government shall be upon his shoulder. It's the Prince of Peace, the wonderful counselor, and he is the light of this world. Daniel in the lion's den. No, my enemies and I know my friend. Daniel in the lion's den.
la divine loi. La vie c'est comme ça. On n'a rien demandé, Dieu nous a donné cette tranche d'éternité qui nous a enfantés. Et le navire de la vie vogue sur les flots de l'infini, vers les rives de l'infini, les rives de l'infini. Oh, 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 oh. Je comprends ce que l'océan me dit. C'est ce que les étoiles écrivent. C'est ce que les étoiles décrivent. J'ai essayé de rompre avec mes mauvaises habitudes. Je dis que dans ma solitude, j'ai essayé de rompre avec mes sales habitudes. La voix de mon Zion, la voix de mon Zion, la voix de mon Zion. Je suis sur la voix de mon Zion. Nous sommes en lui et il vit dans tout ce qu'il vit. Dieu est en nous, nous sommes en lui et il vit dans tout ce qu'il vit. Notre terre est à nous, nous sommes en lui et il vit dans tout ce qu'il vit. La nature, les animaux, les végétaux. Wow, wow. La voix de mon Zion. Without knowledge we'll fall. Still I would never be that one. Heed my enemy's call. Everybody ride on.
without knowledge we'll fall. Still I will never be that one, heed my enemies fall. Everybody ride on, ride on. Watch what you see, my little brother ride on. Everybody ride on, ride on. Whoa, ride on, little brother ride on. Bring my stone, bring my hammer down. Bring my stone, bring my hammer down from Mount Zion, Mount Zion, from Mount Zion, Mount Zion. Everybody ride on, ride on. Everybody ride on, ride on. Watch what you see, my little brother ride on. Oh, ride on, ride on. Everybody. Ye sons of men. Yeah. Always digging up truth, hunting for validation. Blood money, donor funds, support your